Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand devait nous parler de Paul-Émile Victor cet après-midi, mais les circonstances l'ont amené à changer de programme. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous parlerons une autre fois avec bonheur de Paul-Émile Victor et de ses expéditions lointaines. En ce jour de deuil national, il nous a paru plus indiqué de revenir sur un certain nombre de moments critiques de l'histoire de France. Voici, me semble-t-il, à quoi peut aussi servir l'histoire, en dehors du plaisir que l'on peut trouver à s'évader dans le passé, à comprendre, à relativiser, à mettre en perspective. Les événements de vendredi ne sont ni les premiers, ni sans doute, hélas, les derniers d'une série d'agressions terroristes qui, aux yeux des historiens du futur, fera regarder notre époque comme un moment d'épreuve pour l'Occident en général et pour la France tout particulièrement. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revivre quelques heures sombres de l'histoire nationale et de voir comment, à chaque fois, le peuple français a surmonté l'épreuve pour aller plus loin. Pour nous aider à solliciter ainsi notre passé collectif, j'ai fait appel à l'un des meilleurs connaisseurs de l'histoire de France. Jean-Joseph Julot est à mes côtés cet après-midi. Bonjour Jean-Joseph. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu au pied levé, si je puis dire, et d'autant plus que vous avez vous aussi perdu une amie dans ces terribles événements de vendredi. Une amie, je voudrais rendre un hommage personnel à Lola Saline, qui était mon éditrice chez Grund. J'ai appris vendredi soir qu'elle avait disparu, et donc on a eu la certitude samedi qu'elle avait été tuée au début de l'émission. Elle était jeune, elle était drôle, elle était souriante, elle était plus que compétente, positive et pleine d'énergie. Je dis à tous ses proches et à tous ceux qui l'aimaient toute mon émotion. Et je ne donne pas la parole à Anissa, dont je sens la gorge serrée à mes côtés, mais elle aussi a perdu un ami proche pendant ces événements de vendredi. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vendredi soir, alors que je suivais les événements comme beaucoup d'entre vous à travers les médias, j'ai entendu plusieurs intervenants dire qu'une poignée de terroristes suffisait à mettre la France à genoux. Je dois vous dire que ces propos m'ont paru dénués de fondement. Certes, la France est bouleversée, et nous le sommes, heurtée et pleine d'une colère froide. Elle est animée de compassion pour les victimes et leurs familles, mais je ne crois pas du tout qu'elle soit à genoux. Ce matin, sur les quais de la gare Saint-Lazare, j'observais l'immense foule sombre des voyageurs et je l'ai trouvée certes un petit peu plus silencieuse, un peu plus grave que de coutume, mais pas du tout à genoux. Un pays qui compte au bas mot 15 siècles de guerre, de révolution, d'épidémies, de jacqueries, de conflits civils et religieux, de batailles de tous ordres, de luttes politiques à mort. Une nation qui s'est construite, qui s'est épanouie sur une somme presque infinie de souffrances, de sacrifices. C'est un pays, c'est une nation qui peuvent rester debout, même lorsqu'on les frappe au cœur. Et si, à Dieu ne plaise, d'autres attaques terroristes devaient par malheur continuer à la frapper, je ne pense pas du tout que la France serait à genoux pour autant. Depuis 15 siècles, si j'ose dire, la France en a vu d'autres, et comme le phénix, elle a prouvé bien des fois qu'elle pouvait aller jusqu'à renaître de ses cendres. L'histoire de la nation française, a écrit Paul Valéry, offre un tableau de situations extrêmes, une chaîne de cimes et d'abîmes du plus nombreux et plus rapprochés dans le temps que toute autre histoire n'en montre. Ce que le général de Gaulle, en ouverture de ses mémoires de guerre, résumait, vous savez, dans une formulation appelée affaire Flores, ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la Madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. Et Raymond Aron, de résumer en écho, nous avons souvent dégringolé après être montés, mais mystérieusement, nous avons toujours réussi à ressusciter. Il y a une petite décennie, l'ancien patron de l'expansion, Georges Valence, avait fait paraître chez Flammarion un ouvrage intitulé justement « Le Phénix français » sous-titré « Ou comment la France s'est toujours relevée » de Charles V à De Gaulle. Et il y relevait 6 grandes crises, 6 moments de l'histoire où le pays avait tutoyé le gouffre. Ces crises, les voici, je cite Georges Valence qui demande ce qu'auraient dit les modernes Cassandres au soir du 19 septembre 1356, quand le roi Jean le Bon, vaincu à Maupertuis aux portes de Poitiers, part en captivité en
en Angleterre en laissant derrière lui un pays ravagé qui en plus est en proie à la peste à l'époque. En mai 1590, lorsqu'Henri IV assiège, affame Paris, occupé par les troupes du roi d'Espagne qui vient de proposer au Parlement et à la noblesse catholique de donner la couronne de France à l'infante d'Espagne, Claire Isabelle. La nuit du 9 février 1651, quand les Parisiens soulevés par la fronde défilent devant le lit de l'enfant roi Louis XIV, le 4 février 1797, quand le directoire est en pleine banqueroute, on démonétise le papier-monnaie qui va perdre 99,96% de sa valeur en une soirée. Le 26 février 1871, quand Thiers, les larmes aux yeux, est contraint de signer les préliminaires de paix qui cèdent au Deuxième Reich l'Alsace et une partie de la Lorraine. Le 21 juin 40, ajoute évidemment Georges Valence, lorsqu'Hitler reçut la capitulation de la France dans le wagon de Rotonde. Et à cette liste, je serais tenté d'ajouter volontiers la date de 1420 quand même, qui est celle du honteux traité de Troyes, on en parlera tout à l'heure, la perte de la souveraineté française qui est confiée à la couronne d'Angleterre. Et puis en 1525, nous avons eu l'occasion d'en parler assez récemment, et nous ne nous attarderons peut-être pas sur cette date-là, Pavie, le roi François Ier captif, et puis le royaume qui est littéralement livré aux chiens. Le 9e épisode, c'est celui que nous vivons depuis le mois de janvier dernier et qui entrera dans l'histoire à la date de 2015. Triste millésime pour la France. Bien évidemment, c'est un nouveau chapitre de notre histoire qui est en train de s'écrire et sur lequel nous avons un privilège, redoutable privilège, celui de pouvoir agir par notre attitude, par nos réactions, par les résolutions que les Français d'aujourd'hui, héritiers des Français d'hier, si je puis dire, sont amenés à prendre. En exergue d'un bel ouvrage consacré aux défaites françaises de 70, 14 défaites temporaires celles-ci, et 1940, Pierre Servan citait Montesquieu qui disait que, pour aller en substance, que lorsque un État succombait sous les coups d'une bataille, c'est parce que d'une façon générale, il y avait une cause générale qui faisait que cet État devait périr dans la bataille, dit-il. Cette cause générale, c'est celle qui pourrait nous être fatale dans la crise actuelle. Je crains fort qu'elle ne tienne ou n'ait tenu de l'aveuglement. Servan, qui a intitulé son livre « Le complexe de l'autruche », écrit ainsi, je le cite, « En France, les rayons de la réalité restent trop souvent filtrés par le tamis du politiquement correct, comme s'il fallait éviter d'effrayer des Français infantilisés en les confrontant à la réalité brute. Une des premières expressions de cet étrange comportement réside dans la difficulté à nommer le réel, à appeler un chat un chat. C'est un vieux défaut national. L'ancienne fille aînée de l'Église a toujours eu un problème avec le verbe. » Eh bien, commençons peut-être par lutter contre ce vieil et vilain défaut. Qui sait, cela facilitera peut-être la prise de conscience préalable au sursaut. Nous allons vous parler des épreuves de la France cet après-midi, mais pour vous montrer qu'à toute époque, le pays a su faire face, quelle que puisse être la tristesse de chacun. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck, jusqu'à 15h, vous avez décidé de retracer les heures sombres de l'histoire de France. Et oui, pour essayer de comprendre comment à chaque fois le pays s'en est sorti. Il y a eu des sursauts, il y a eu des redressements permanents et toujours la France renaît. Vous savez, c'est comme dans les couplets de la Marseillaise. La France en produit de nouveau, dit-on. Contre vous tout prêts à se battre. Alors, Jean-Joseph Julot, parlons peut-être d'un événement qui a été particulièrement brutal. On est en 1356. Le fils du roi d'Angleterre, le prince noir, est en train de poursuivre une campagne de raids qui ravage. Quand je dis ravage, on a oublié aujourd'hui l'extraordinaire violence de tout ça. Mais on est en train de ravager complètement le Périgord, le Limousin, le Poitou, bref, tout l'ouest de la France. Jean le Bon, le roi Jean II, se dit que c'est le moment de stopper les interventions anglaises. Ça permettra de venger la défaite de Crécy. Donc voilà Jean II qui arrive avec son fils, vous savez, son fils Philippe, qui dit « Père, gardez-vous à droite, Père, gardez-vous à gauche ». Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, en tout cas, c'est la belle légende. Et eh bien, gardez-vous, il aurait mieux fait de se garder, effectivement, parce que Jean le Bon va être fait prisonnier par les Anglais, emmené en Angleterre. Le royaume est littéralement abandonné. Tout va très mal à l'époque. C'est la peste, ne l'oublions pas, la grande peste de 1346-48 qui est en train de poursuivre ses ravages, et vous racontez une jacquerie cannibale dans votre ouvrage L'histoire pour les nuls. Vous nous dites de tout cela, je devrais préciser, l'histoire de France pour les nuls, et j'ai la version illustrée entre les mains.
De tout cela, écrivez-vous, Jacques Bonhomme, le nom qu'on donne aux paysans n'est pas content. Et il le fait savoir avec parfois une cruauté qui dépasse l'imagination. La chronique de l'époque rapporte qu'ayant investi un château et tué le seigneur du lieu, les Jacques le dépècent, le mettent à la broche et obligent sa femme à goûter leur rôti. On est allé très loin dans l'horreur. C'est l'une des horreurs de toutes ces guerres qui ont marqué effectivement l'histoire de France. Il faut dire qu'avec le retour des Valois est revenu le règne des rois musclés, brutaux, disons, qui avaient un appétit de conquête qui ne donnait pas dans la finesse particulièrement. Et Jean le Bon, pourquoi s'appelle-t-il Jean le Bon ? Non pas parce qu'il s'illustre par sa bonté, mais parce qu'il est bon au combat, parce qu'il y va, parce qu'il a du cran, parce qu'il a de l'audace. Et peut-être parce que... Un peu plus d'audace que d'intelligence, semble-t-il. Certainement, oui. Et c'est, disons, ce roi qui a quand même mis la France dans cet état de désastre et qui n'a pas pensé au bonheur de ses sujets. Disons que dans l'histoire de France, on a souvent le projecteur braqué sur ces dates importantes, Crécy, Poitiers, Azincourt. Entre-temps, le peuple vit. Oui. Entre-temps, le peuple La vie continue. fait son petit bonhomme de chemin. On a tendance, évidemment, quand on est dans une période très pacifique comme celle où nous vivions tranquillement, si je puis dire, depuis quelques décennies, on a tendance à considérer que les désastres se font, que l'intégralité d'une population est concernée par ces désastres. En fait, c'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des choses terribles. Le pays est parfois au bord du gouffre et nous allons voir jusqu'à quel point dans un instant. Mais néanmoins, la vie, elle, continue. Il faut bien en être conscient. Et surtout, après l'orage vient presque toujours, même en l'occurrence on peut dire, vient toujours le beau temps. C'est-à-dire qu'après Jean de Lebon, il y a Charles V, le sage. Étienne Marcel essaie de prendre le pouvoir. Peut-être qu'il aurait réussi, peut-être qu'il avait de bonnes idées, on ne sait pas. Peut-être que le sort C'était un de la révolutionnaire, France, il faut dire. C'est vrai, oui. Chaque fois, le sort de la France est suspendu aux décisions de quelqu'un qui se dit « moi, je vais inventer quelque chose de nouveau ». Ça a raté pour Étienne Marcel. Là encore, ça a été dans la ville de Paris des scènes d'atrocité, répétons-le, dans la lointaine campagne, on continue de vivre en ignorant tout cela. Bien sûr. Alors, celui qui arrive ensuite, c'est effectivement Charles V, le sage et ses besicles. Charles V, c'est... le premier roi de France à porter des lunettes. Ça s'appelle le sage, voilà. Et c'est un souverain calme, c'est un souverain doux, il est intellectuel, il est délicat, grand lecteur aux 4 paires de besicles dans sa tour du Louvre. Il va être un peu myope. Et là sont rassemblés des milliers de livres. C'est un intellectuel. Et il a, Charles V, tout Valois qu'il est, reprenant en quelque sorte la grande tradition des Capétiens qui s'était éteinte un peu après Philippe le Bel, il va relancer de grandes initiatives royales, de grands chantiers dans tout le royaume. Il va rétablir l'administration avec ses fameux légistes, là encore copiés sur le modèle capétien. Il va rétablir les finances. Ça va être un règne magnifique. Pas pour très longtemps, puisque assez vite va arriver le roi fou, Charles VI. Effectivement, terminons avec Charles V qui aussi assainit les campagnes, puisqu'avec Bertrand du Guesclin, il va envoyer... Et c'est la reconquête. Et c'est la reconquête, effectivement. Et Charles VI, lui, oui, effectivement, en forêt de Pont-Valin, en 1392, au début d'août. On est à côté du Mans. Traversant la forêt de Pont-Valin à côté du Mans, Charles VI devient fou. Il y a une crise de folie. Mais il faut dire que cette crise s'annonçait déjà depuis des semaines, si ce n'est pas des années. Il était devenu un peu bizarre. Et c'est ce jour de fièvre, alors que la lance d'un soldat de sa suite s'abat sur un bouclier, eh bien, ce choc, à ce moment précis, il devient fou. Il fonce sur ceux qui l'accompagnent et il en tue 3. Quelles vont être les conséquences forcément désastreuses de cette folie du roi Charles VI? Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. À l'occasion des attentats qui ont touché Paris, mais pas que, toute la France, vendredi soir, Franck Ferrand, vous avez décidé de consacrer cette émission aux heures sombres de l'histoire de France avec votre invité, Jean-Joseph Julot, écrivain, auteur de l'histoire de France illustrée pour les nuls, paru chez Grund. Et nous sommes en plein 15e siècle. Et oui, nous sommes au début de ce 15e siècle difficile, lorsque le roi de France est devenu complètement fou, Charles VI, avec des crises à répétition, etc. Alors ça, j'allais dire, c'est la chronique royale, Jean-Joseph, mais le pays, lui, est mal, il est très mal. On va connaître, on est en pleine guerre de 100 ans, il ne faut pas l'oublier, il y a partout des rebelles, comme on dit, des révoltes, des jacqueries, justement. Il y a des bandes de brigands qui assassinent partout
partout. Donc on est dans une espèce de climat d'anarchie complet. Et alors vient là-dessus le terrible désastre militaire d'Azincourt en 1415, où les archers britanniques vont tailler des croupières à nos pauvres chevaliers engoncés dans leurs armures, enfoncés dans la boue d'Azincourt. Et ce désastre d'Azincourt aboutit à sans doute la plus grande catastrophe diplomatique de l'histoire de France. C'est le honteux, dit-on, traité de Troyes en 1420, où la reine, la terrible Isabeau de Bavière, encore une pas très fréquentable, va donner littéralement la souveraineté, en tout cas la survivance de souveraineté de la France, à la couronne d'Angleterre, au roi Henri V. On a 3 rois de France en quelque sorte à l'époque. Effectivement, le traité de Troyes, c'est presque le traité de 3 rois de France. Pourquoi ? Parce que on a le roi d'Angleterre, Henri V, on a ensuite le roi fou, le roi folle, Charles VI, et puis on a le dauphin, qui est Charles VII. La pauvre Isabeau de Bavière a été un peu maltraitée par l'histoire, parce que c'était une reine beaucoup plus timide, beaucoup plus malade peut-être, aussi malade que Charles VI. Elle avait une sorte de phobie, d'agoraphobie, on a découvert ça récemment, et donc elle s'est laissée faire pour signer ce traité. Nous disions tout à l'heure qu'après le désastre de Poitiers et la captivité de Jean II, arrivait Charles V. Je ne veux pas faire l'apologie de l'homme providentiel, ou en l'occurrence de la femme providentielle, mais il faut dire qu'après le honteux traité de Troyes, surgit comme par miracle, enfin un miracle dont j'ai eu l'occasion d'expliquer ici qu'il avait peut-être été un peu réparé et entouré, mais en tout cas surgit Jeanne d'Arc, bien entendu. Jeanne d'Arc qui va délivrer le royaume de la présence anglaise. Charles VII sera bien ingrat d'ailleurs, parce qu'il ne va pas intervenir quand la pauvre s'en va à son martyre. Et Charles VII, lui, va finalement redonner à la France aussi de l'espoir. Et petit à petit, la France se redresse et retrouve un équilibre. Et elle se redresse. Il y a le roi Louis XI qui va faire toutes les grandes activités dont on parlait. Son successeur Charles VIII nous lance dans les campagnes d'Italie. Il y a le règne un peu intermédiaire, mais remarquablement brillant, même si l'on n'en parle jamais de Louis XII. Et puis arrive François Ier. Et là, on se dit, cette fois, ça y est, la France est de nouveau au sommet. Pas pour longtemps, parce qu'en 1525, badaboum, c'est le désastre de Pavie. Après Marignan, où c'était la gloire, après Marignan, cette brillante victoire, François Ier se fait avoir en quelque sorte, puisqu'il fonce les canons de Galliot de Genouillac qui tiraient sur les française, est obligé de cesser de tirer, puisque François Ier, dans un élan de bravoure stupide, est allé dans les rangs espagnols. Il est encerclé, il est fait prisonnier, il va s'en aller en Espagne, donc il va rester là-bas 2 ans. Il va devoir donner en otage ses 2 fils. Non, mais c'est incroyable. Et il va falloir, saigner les Français à blanc, parce qu'il faut payer une gigantesque rançon, des millions de livres d'or. C'est invraisemblable. On dit que c'est un train de mules qui représentait plus de 300 mules chargées à bloc de paniers d'or qui sont partis comme ça pour l'Espagne. Ça a été pas de cadeau entre cousins, non, parce qu'ils étaient quand même cousins. On a beaucoup souffert à travers tous ces siècles. C'est bien d'avoir quand même le courage de le rappeler, si je puis dire. Il faut dire que tout ça a été dur. Et plus tard, on va traverser les guerres de religion. On y vient dans un instant. Ce sont des guerres de religion qui, bien sûr, ont une résonance, un écho tout particulier aujourd'hui. Pierre de l'Étoile, dans sa chronique, nous rappelle des scènes insoutenables au moment du siège de Paris. On va y venir dans un instant. On mange non seulement des chiens, des chats, des herbes et des chandelles, mais des cas de cannibalisme d'enfants sont rapportés. Et dans les rues étaient installés de distance en distance, nous dit Georges Valence, d'énormes marmites où bouillait un mélange improbable d'avoine, de son, de peau d'animal, d'eau et parfois de tuiles pilées. C'est la soupe des affamés, cuite, comme il disait, dans les chaudières d'Espagne. L'ambassadeur de ce pays, nous dit-il, a une riche idée. Il suggère de faire broyer les os du cimetière des Innocents et d'en faire du pain. On l'appelle le pain de Madame de Montpensier parce qu'elle a fait de la publicité, sans toutefois vouloir en tâter, précise de l'Étoile. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. La France a connu des heures sombres au cours de ces derniers siècles à l'occasion des attentats qui ont touché Paris et toute la France vendredi soir. Franck Ferrand, vous avez décidé de revenir sur ces heures sombres aux côtés de Jean-Joseph Julot, écrivain et auteur de l'Histoire de France illustrée pour les nuls. Et oui, Anissa, nous revenons sur les crépuscules pour mieux voir les aubes se lever, si je puis dire, parce qu'à chaque fois, évidemment, après l'horreur vient en quelque sorte la solution, et il y a toujours des redressements. Alors là,
là, on est en plein dans les guerres de religion, j'en étais là, Jean-Joseph Julot, ce sont des guerres de religion qui ont quelques échos aujourd'hui, bien entendu, puisqu'on est dans des guerres civiles, des guerres intimes, où l'ennemi, si je puis dire, plus ou moins visible et dans les deux camps, se trouve au cœur même de la population. Donc ça nous parle, ça, forcément. Ça nous parle de ces guerres de religion qui ont déchiré tout le XVIe siècle, qui ont eu des conséquences considérables, qui se sont terminées quand même en 1598. Après cette date, après l'édit de Nantes, on a connu une période de prospérité avec Sully, bien sûr, mais il y a eu quand même toutes ces tribulations avec un roi qui est extraordinaire, qui est héroïque, qui s'appelle Henri IV, tout simplement, et qui a souvent frôlé la mort à combien de reprises, dans combien de batailles, qui s'en est toujours tiré. Lui, c'est un miracle. C'est un miracle, oui. Le fameux ralliez-vous à mon panache blanc, c'est ralliez-vous à mon fanal et à ma lumière, en quelque sorte. Voilà. Et il y a chez Henri IV 3 dimensions dans un seul homme, si je puis dire. D'abord, il y a le guerrier extraordinaire, il ne faut pas l'oublier. 1590, c'est Ivry, etc. Il succède à un roi Henri III, alors que la population, une partie de la population ne veut pas de lui en tant que protestant. Même s'il s'est converti au catholicisme. La deuxième dimension, c'est cette dimension administrative et économique. C'est un homme qui, avec Sully, on ne peut pas bien distinguer l'apport de l'un et de l'autre, va littéralement redresser le pays, labourage et pâturage, n'est-ce pas ? De mamelle de la France, et Sully. Et Sully le dit, en référence à l'or des Amériques qui est en train d'entrer à plein vaisseau dans les coffres du roi d'Espagne, en disant, nous, notre or, il est dans notre travail, dans notre richesse naturelle et dans notre agriculture, d'une certaine manière. C'est une belle leçon que donne Henri IV après ces tribulations du XVIe siècle. Il faut dire aussi, on oublie peut-être une dimension, c'est que, et ça s'appelait à tout le monde, Henri IV, c'est quand même un grand amoureux aussi. C'est le ver galant. Ça ajoute à son image. Alors ça, c'est la 4e dimension. C'est la 4e dimension. Moi, la 3e dont je voulais parler, c'est peut-être la plus importante quand même. C'est celle du grand conciliateur. Ah oui, c'est l'homme de la paix. Ça, c'est extraordinaire. Mais une paix qui n'est pas une paix de faiblesse, qui est une paix armée, bien entendu. Exactement. Tout ce que Catherine de Médicis, l'histoire lui a fait un mauvais sort à Catherine de Médicis, alors que pendant 2 ans, elle a fait le tour de France, et elle est allée dire dans toutes les petites villes, les petits bourgs, s'il vous plaît, faites en sorte de vivre ensemble, les religions peuvent s'accommoder l'une de l'autre. Eh bien non, elle a échoué. Et vous vous rappelez quand elle meurt, quand Henri III vient lui dire, le duc de Guise est mort, elle dit, je m'en fiche finalement. J'ai raté. Et voilà. Et c'est après qu'il va y avoir une dizaine d'années de troubles. Effectivement, Henri IV peut prendre Paris, Henri IV assiège Paris, et lorsqu'il entre dans Paris, eh bien, il est obligé aussi d'en terminer avec toutes ces tribulations guerrières et de ramener petit à petit la paix. Il y a des grands couples de rois et de ministres dans cette histoire de France. Oui. Évidemment, Henri IV et Sully. Il y aura ensuite Louis XIII et Richelieu, puis Louis XIV et Colbert. Pourquoi pas dans un autre registre, Louis XV et Fleury dans un premier temps, et Choiseul dans un autre. Bon, Dubois, pourquoi pas, avec le Régent. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. Oui, avec le Régent. Bref, donc ce sont des duos en quelque sorte très positifs qui font du bien, qui vont développer la France et la hisser. Là, on arrive au XVIIe siècle. Alors c'est un siècle qui n'est pas facile pour autant, mais dans lequel évidemment la France ne subit pas de grands déboires. Finalement, le XVIIe siècle est un siècle de gloire avec des phases d'ombre, mais globalement un siècle de gloire. Ça va changer plus tard au XVIIIe. Un mot quand même sur ce qui s'est passé avec la Fronde. On est en plein cœur du XVIIe siècle, et là, les grands, les parlementaires et une partie de la population se dressent contre le roi mineur. Fronde parlementaire d'abord, ensuite la Fronde des Princes. Pourquoi ? Parce que Mazarin est là. Mazarin, c'est l'étranger. Et voilà. Là, les Français ne supportent pas cet étranger qui, avec Anne d'Autriche, est en train de gouverner la France. Anne d'Autriche, qui l'a dit. Elle est espagnole, lui est italien. Donc, il y a une admiration mutuelle. Et puis, forcément, il faut augmenter les impôts, et ça ne passe pas. Donc, c'est peut-être le prétexte, parce qu'on se dit, ces étrangers-là, eh bien, on n'en veut pas. Alors, ils sont régulièrement menacés, chahutés, au point que, en 1651, le peuple de Paris, alors que Mazarin a quitté la capitale, étant donné les troubles qui s'y déroulent, eh bien, le peuple de Paris va exiger d'entrer dans la chambre du roi pour voir si le jeune souverain est bien présent. Et là, on fait défiler les gens devant le petit garçon. Oui, devant le petit garçon qui ne l'oubliera
n'oubliera jamais. Et sa première préoccupation, ça sera de dominer tout ce qui s'appelle aristocrate, tout ce qui s'appelle seigneur, et de les asservir dans une cour splendide qu'on visite encore et qui s'appelle Versailles. Vous nous parlez des horreurs de la guerre civile à cette époque, Jean-Joseph Julot, parce qu'on a tendance à l'oublier. Les missionnaires de Vincent de Paul, nous dites-vous, rapportent des scènes de famine où les paysans mangent des racines. Alors des racines, c'était les légumes, on va dire, hein, Oui. des écorces, et se laissent aller à bien pire, comme à l'accoutumée en ces temps d'abomination. Les cadavres pourrissent dans les champs où poussent les herbes sauvages, plusieurs lieues autour de Paris. Les villes ont été désertées et partout rôdent les loups. Exactement. Le loup, c'est un peu le symbole de l'horreur, hein, à toutes ces C'est de époques. l'horreur. Il faut oublier que les derniers loups, je me rappelle que mon grand-père m'a raconté que son père avait assisté à la mort du dernier loup dans une province. Donc les loups étaient quand même dans les villages des menaces récurrentes, des menaces régulières, et donc aux portes de Paris aussi. Les loups venaient lorsqu'il y avait des troubles. Et savez-vous ce qu'on faisait ? Eh bien, lorsqu'il y avait des condamnés à mort, on les démembrait et on mettait aux portes de Paris leurs membres pour que les loups puissent être satisfaits, puissent calmer leur faim. Et ça, ce sont des horreurs Bien absolues. sûr, bien Et sûr. on navigue en plein surréalisme. Et de nouveau le soleil qui se lève, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots ou sans image trop facile, puisque ça va être bientôt le grand, l'éblouissant règne de Louis XIV, puis le grand, prospère, heureux règne de Louis XV, qu'on a tendance à oublier. On a là 50 ans, un demi-siècle, sinon tout à fait de paix, en tout cas de prospérité et de bonheur. Hein. Le royaume de France là va vraiment très bien, avec de gros problèmes politiques et financiers néanmoins, qui aboutiront, et je vais toujours très vite, hein, on galope à la hussarde cet après-midi pour évoquer ces moments noirs et ces moments de lumière qui se succèdent constamment dans cette histoire de France tellement riche, tellement forte, et qui nous fait du bien d'une certaine manière parce qu'elle nous donne de la profondeur, elle nous assoit dans nos racines et dans ce que nous savons et ce que nous pouvons maîtriser et contrôler. Ça aboutira tout ça, disais-je, à la Révolution française, bien entendu. Alors une révolution très dure, je ne parle même pas des années de la terreur, et avant cela les massacres de septembre, etc. Bref, on va éviter. Il faudrait dire un mot des guerres de Vendée, qui ont été vraiment une horreur. Et puis arrive ce régime pourri du Directoire, et la banqueroute totale de la France en 1797. C'est-à-dire que là, il n'y a plus du tout d'argent. On démonétise les assignats de quasiment 100%. Oui, alors en 1797 se passe l'événement suivant, c'est que le royalisme qui est quand même bien installé jusqu'au fond des campagnes, eh bien, est en train de ressurgir, la République est menacée, et puis c'est surtout cet aristocrate émigrant suisse qui s'appelle Dandré, qui a fait une propagande considérable dans la France tout entière pour faire en sorte que bien, aux élections, les royalistes l'emportent. Ce qui se passe d'ailleurs. Mais il y a un Barras qui fait partie du Directoire, qui s'est enrichi considérablement et qui se dit il faut qu'on s'en sorte. Et à qui fait-il appel ? À celui qui l'a sorti de l'anonymat, un certain petit caporal, disons, N'est-ce pas ? Bonaparte, Napoléon. Et revoilà le soleil, si je puis dire. Voilà. Alors avec là aussi ces taches d'ombre, hein, mais Oui. nous avons vu qu'après Charles VI et le désastre de Troie vient Jeanne d'Arc, qu'après les malheurs de la Fronde et cette guerre de 30 ans terrible vient Louis XIV, et bien après la banqueroute du Directoire vient un général Bonaparte qui bientôt sera l'empereur Napoléon Ier. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, nous retraçons les heures sombres de l'histoire de France avec vous, Franck Ferrand. Effectivement, une émission en écho aux événements que nous avons vécus en France vendredi soir. Et votre invité pour nous parler de ces terribles années en France, c'est Jean-Joseph Julot, écrivain, auteur de l'Histoire de France illustrée pour les nuls. C'est Alexis de Tocqueville qui disait du peuple français qu'il était, je le cite, le plus casanier, le plus routinier de tous quand on l'abandonne à lui-même, mais lorsqu'une fois on l'a arraché malgré lui à son logis et à ses habitudes, il est prêt à pousser jusqu'au bout du monde et à tout oser, dit Tocqueville. Il y a, c'est vrai, quelque chose d'étonnant dans ce peuple dont l'impératrice Eugénie disait qu'il était impossible à gouverner, Jean-Joseph Julot. C'est un peuple un peu ingrat, revendicatif, pas facile à bouger, mais qui, lorsqu'il se ligue, si je puis dire, est capable des plus extraordinaires exploits. Il faut le dire, l'histoire de France est pleine de ces exploits. Pleine de ces exploits qui ne sont pas toujours associés à la violence, qui sont heureusement. qui sont associés aussi
aussi au progrès des sciences, au progrès, des techniques. Voilà, toutes les conquêtes qui ont été faites en dehors du royaume et de la République, eh bien, ont été assorties de multiples éléments positifs. Et d'ailleurs, en Inde, on disait avec les Français, on peut toujours s'arranger. Avec beaucoup d'autres, on ne le peut pas. Je ne dirais pas avec qui, mais bon. Et il y avait cette espèce de souplesse dans le caractère français. Et c'est étonnant comme aux quatre coins du monde et sur toute la planète, on retrouve ces descendants d'aventuriers qui sont partis un jour à la conquête d'un rêve et qui s'y sont installés, ont donné un petit peu du rayonnement de la France autour d'eux. Oui. Je marque une petite pause dans notre galop effréné à travers les siècles d'une histoire de France sans cesse recommencée. Il y a quand même, dans tous les événements que nous avons évoqués, des moments de nuit quasiment totale. Oui. C'est-à-dire qu'en 1420, on croit très sincèrement que la France, c'est fini, pour parler clairement. Oui. En 1797, à travers les cours d'Europe, il n'y aurait pas grand monde pour miser sur l'avenir d'une République française intégralement exsangue. On pense à chaque fois que le pays est au bord du gouffre, que ça va être fini, qu'il est submergé, qu'il est englouti, et puis hop, ça revient, ça renaît. Et ça renaît plus fort d'ailleurs. Ça renaît plus fort, et même quand on pense à Richelieu qui lui reprend la guerre alors que la paix est arrivée, tout semble bien aller et lui voit plus loin. Il se dit mais on peut très bien être partagé entre l'Espagne et l'Angleterre parce que c'est toujours la menace. Elles se sont toujours disputées la France, les Anglais et les Espagnols ont toujours été là et on peut imaginer que si pour eux les choses avaient été positives, disons, à notre détriment, il y aurait peut-être une frontière qui suivrait la Loire, la moitié nord serait anglaise ou je ne sais pas, et puis la moitié sud serait hispanique. On cite souvent en exemple notre vieux et cher ennemi, si je puis dire, qui est devenu un grand copain maintenant, mais c'est-à-dire l'Angleterre, bien sûr, et ce peuple britannique stoïque qui ne bronche pas et qui continue à vivre quoi qu'il arrive. On cite toujours l'exemple du Blitz, bien sûr, ces bombardements allemands sur Londres lors de la dernière guerre mondiale. Il y a chez le peuple français quelque chose de différent. On n'est pas stoïque en France, hein. On n'est plus gaulois, on a la tête près du bonnet, si je puis dire. On a la tête non seulement près du bonnet, mais on a la tête près de la terre. Parce que les Anglais qui sont dans l'insularité, eux, en sont entourés par la mer. Ils ont toujours eu envie de conquérir les autoroutes des mers. Pensez que, par exemple, après la Révolution, pendant l'Empire, eh bien, lorsque Napoléon est en train de parcourir l'Europe avec ses bottes de 7 lieues, que font les Anglais? Ils sont avec des vaisseaux et puis ils installent leur réseau un petit peu partout. C'est quand même très positif pour eux, disons, cette affaire aussi. Alors, je voudrais qu'on évoque maintenant les deux... Je ne dirais pas, moi, contrairement à Georges Valence, je ne dirais pas les trois... D'ailleurs, c'est pas Georges Valence, pardon, c'est Pierre Servan qui nous parle des trois défaites françaises, celle de 1870, celle de 1914, dit-il, en parlant uniquement de l'année 14, et puis celle bien sûr, de 1940. On va mettre 1914 de côté, ne serait-ce que parce qu'on en parle beaucoup depuis plus d'un an, à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, bien entendu. Revenons peut-être à cette défaite emblématique, la défaite absolue, celle du Second Empire à Sedan en 1870, l'armée la plus puissante du monde, réputée invincible, s'effondre face aux Prussiens. Et oui, il faut dire que Napoléon III n'avait pas été bien inspiré aussi d'aller faire la conquête du Mexique, qui a été un désastre. Ensuite, il fait rapatrier ses troupes, et puis là-bas, elles s'en vont jusqu'à Sedan. N'oublions pas quand même que les Prussiens se sont bien préparés. Tout ce qui tourne autour du fer avait été exploité de façon parfaite jusqu'à cette bataille qui a été, disons, la fin d'un empire et le début de la Troisième République, proclamée le 4 septembre 1870 au balcon de l'hôtel de ville. Et ensuite, eh bien voilà, les Prussiens entourent Paris et on va, après les élections où les royalistes triomphent, eh bien donner, disons, la possibilité aux Prussiens d'entrer dans Paris. Mais les Parisiens refusent. Nous n'avons pas acheté des canons pour les livrer aux Prussiens. Et mais Victor Hugo qui a financé l'un des canons qui sont à Montmartre. Et les Parisiens disent on va se défendre. On va défendre non seulement la ville, mais on va défendre une idée. Une idée qui est celle de la commune. La commune est née au Moyen-Âge. La commune, c'est un rêve, c'est une utopie. Chaque ville serait autonome et tout cela serait rassemblé dans une grande fédération des libertés de chacune des villes. Chacun fait sa petite affaire, son petit commerce, son échange et le pays, lui, un petit peu dans l'esprit girondin, est démultiplié en petites zones autonomes où on cherche aussi le bonheur et puis la prospérité. Et alors là, la commune, eh bien, se développe à partir du mois de mars
France et Thiers ne supporte pas que... Thiers, c'est donc le président de l'exécutif qui est issu des urnes de février 1871 qui ont élu cette Assemblée nationale qui, dans un premier temps, siège à Bordeaux, va se rapatrier, elle croit, à Paris, et puis non, finalement, elle s'installe à Versailles. Bientôt, l'ensemble des corps constitués, le gouvernement, le corps diplomatique, tout le monde s'installe, les administrations s'installent à Versailles pour lutter contre cette fameuse commune de Paris qui va être noyée dans le sang, écrasée. C'est le début sanglant d'un régime qui bientôt s'appellera la Troisième République. Et n'oublions pas que, là encore, alors qu'on pouvait imaginer le Second Empire étant effondré, la France ayant une dette, c'était combien ? C'était gigantesque, c'était des milliards de francs qu'il fallait payer, c'était absolument extraordinaire. Il a fallu aller puiser dans le bas de laine des Français. Entre parenthèses, Jean-Joseph Julot, on a l'impression qu'il est inépuisable, ce bas de laine. À toutes les époques, on demande aux Français des rançons, des sommes gigantesques, et on ne sait pas où ils les trouvent, mais ils les sortent. Et ils les donnent. Effectivement, ils les sortent, oui. Il y a toujours eu cette thésaurisation chez les Français. Je vous disais, c'est un peuple de la terre. Les Anglais, peuple des mers, ce qui ne nous empêche pas de thésauriser de façon remarquable et gigantesque aussi, mais ils les donnent moins facilement. De façon plus financière, on va dire. C'est vrai. Et donc, toutes ces époques ont été des époques de rêve. Je reviens un petit peu sur la Commune pour dire à quel point il y avait des éléments positifs. Par exemple, il y avait la laïcité a été proclamée à cette époque. L'enseignement est devenu gratuit et obligatoire. Les écoles professionnelles ont été ouvertes. Le travail de nuit, en revanche, des boulangers a été supprimé, ce qui a causé beaucoup de chagrin aux Parisiens qui n'avaient plus de pain frais le matin. Ça, c'était, on va dire, une parenthèse d'utopie, une parenthèse d'utopie étonnante dans l'histoire de France. Et ça s'est réalisé par la suite. Et voilà, c'est advenu peu à peu dans l'histoire de France. Voilà. Et puis, entre-temps, il y a eu ce régime absolument incroyable de la Troisième République qui va permettre une expansion tous azimuts, expansion économique, financière, démographique, sociale, scientifique. Coloniale aussi, ça fait partie de l'histoire de France, une espèce d'explosion de France un peu partout au tournant de ce qu'on a appelé la Belle Époque. Donc là encore, après les heures sombres de 1870, arrive la Belle Époque. Je ne voudrais pas paraître caricatural cet après-midi, mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on tombe, on se relève et on va un peu plus loin, un peu plus fort. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. La France renaît, voilà comment on aurait pu appeler cette émission spéciale au cœur de l'histoire, aujourd'hui consacrée aux heures sombres de l'histoire de France, une émission qui fait écho aux terribles attentats qui ont touché la France vendredi soir. Franck Ferrand, vous recevez Jean-Joseph Julot, écrivain et auteur de l'Histoire de France illustrée pour les nuls. Et un petit salut cordial de Clémentine Portier-Kaltenbach, que connaissent bien nos auditeurs, et qui nous dit « J'écoute votre dialogue sur les moments les plus sombres de notre histoire. Cela m'évoque une belle phrase de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, ou je gagne, ou j'apprends ». Il y a toujours à apprendre des échecs, n'est-ce pas ? On le sait, ça, Jean-Joseph Julot. On le sait, effectivement, on apprend. Et puis, je pensais à ce dont on parlait tout à l'heure à propos du XVIIIe siècle, qui avait été paisible, disons, mais c'était quand même un siècle figé. Et quand on pense au progrès que nous avons vécu depuis le début du XXe siècle, où il y avait une dizaine de kilomètres de voies avec du bitume goudronné, alors qu'aujourd'hui, on en a des milliers de kilomètres. Quand on pense que les avions volaient à 60 cm de hauteur, et maintenant, voyez-vous, les voyages qu'on fait autour du monde, quand on pense au progrès de la médecine, quand on pense à tous ces progrès, on se dit on devrait y penser davantage parce que l'histoire, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Il y a évidemment, et c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit lorsqu'on parle des heures sombres de notre histoire, c'est ce dont nous avons conservé la mémoire la plus vivante et la plus active actuellement, c'est 1940, bien entendu. Nous allons consacrer dans les jours qui viennent une émission à l'Exode de 1940. Je pense que ces images, ces photos, ces films de l'Exode sont sans doute l'illustration la plus criante de ce que peut être la misère et l'affolement, en quelque sorte. Cruel aussi, avec ces défilés interminables d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, de charrettes, de voitures, de vélos, tout ce qui peut rouler, se traîner, marcher, bétail. Et là, les avions qui arrivent et qui mitraillent tout ça. Ça, c'est quand même une image de la cruauté humaine. C'est l'extrême cruauté. Évidemment, c'est un moment dans l'histoire. Ensuite, on sort de ces cauchemars, mais il y a quand même un devoir de souvenir pour toutes ces époques troublées.
Le 15 juin, écrivez-vous, le gouvernement français se replie à Bordeaux. Le 16, le président du Conseil, Paul Reynaud, se refuse à demander un armistice aux Allemands. Il démissionne. Albert Lebrun, qui donc est le président de la République, fait appel au maréchal Pétain qui, à 84 ans, prend la place de Reynaud. À minuit, le gouvernement français demande l'armistice. Le 17 juin, Pétain s'adresse à la nation française. C'est le fameux discours, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander de mettre un terme aux hostilités. Et alors que nous avions convié les plénipotentiaires allemands en novembre 1918 dans la voiture du maréchal Foch, la voiture ferroviaire à Retonde pour signer un armistice, eh bien, quelques 22 ans plus tard, oui, le 21 juin dans la carrière de Retonde, près de Compiègne, même show, même décor, voilà. Et où fut signé l'armistice, et donc est de nouveau utilisé, mais cette fois, les Français sont vaincus. Évidemment, Hitler, Göring, Keitel et Brauchitsch y assistent à la signature de cet armistice, et obtenu donc le 22 juin 40, et Hitler ordonne que le wagon soit transporté à Berlin afin d'y être brûlé et que soit dynamité le monument commémoratif. Donc, ce qui montre, entre parenthèses, à quel point il y avait dans son esprit la volonté d'une revanche sur le fameux traité de Versailles du printemps 1919. Alors, là, on pourrait croire en 1940, 41, 42 qu'on est au fond du gouffre cette fois. On n'est plus au bord du gouffre, on est au fond. Oui, tous ceux qui sont partis en déportation, toute cette tragédie immense de la Shoah, tout cela, ce sont des événements qui ressortissent à l'enfer, quasiment à l'enfer. Psychologiquement, c'est incroyable que tous ces gens-là aient pu, pour certains, s'en sortir. Pensez aussi aux prisonniers qui sont partis. Je vais faire une petite parenthèse. Mon père est parti en 37. Il a fait son service militaire. Ensuite, il a été prisonnier de guerre. Il est revenu en 45. Et d'ailleurs, on l'avait pratiquement oublié puisqu'il y avait une cérémonie qui avait été dite à sa mémoire. Vous voyez, il a ressurgi un petit peu comme le colonel Chabert. Mais combien sont-ils comme cela qui ont quitté leur terre, quitté leur pays, quitté leur famille et qui sont revenus avec dans les mains, eh bien, finalement, il n'y avait pas de cellule psychologique à l'époque. Ils ont été obligés de tout reconstruire et ils ont tout reconstruit. Et voilà pourquoi le pays aussi s'est redressé à cette époque-là. Et pourquoi, eh bien, disons, 10 ans après la fin de la guerre, 20 ans, on a connu ces 30 glorieuses qui sont arrivées et qui ont été une période extraordinaire de prospérité aussi. Alors Jean-Joseph Julot, je dois vous remercier de m'avoir accompagné dans ce survol de l'histoire de France à travers ses hauts et ses bas. Beaucoup de périodes sombres, mais qui ont toujours débouché en quelque sorte sur des coups de soleil, il faut le dire. J'ai beaucoup utilisé pour préparer cette émission un peu au pied levé, il faut bien le dire, avec Pierre-Louis Lancel, le complexe de l'autruche de Pierre Servan, pour en finir avec les défaites françaises, c'est édité chez Tempus, de Georges Valence, Le Phénix français ou Comment la France s'est toujours relevée, de Charles V à De Gaulle, aux éditions Flammarion, et puis, bien entendu, la Bible de Jean-Joseph Julot, l'histoire de France illustrée pour les nuls, et ça c'est aux éditions Grunt, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Joseph Julot. J'espère que nous aurons donné un peu d'épaisseur et un peu de perspective à ces événements, et si l'année 2015 doit être celle d'une nouvelle crise, espérons, et j'en suis pour ma part tout à fait certain, que cette crise débouchera sur toute autre chose. Europe 1.